Chers étudiants de Sciences Po Paris, bonjour. Merci de votre invitation. Je me permets de vous envoyer cette petite vidéo qui sera sans doute plus aisée à manipuler qu'un direct incertain compte tenu de la bande passante disponible durant ces temps de confinement. Alors, je crois qu'il n'est pas très sage de réagir à chaud à une crise, quelle qu'elle soit, et c'est la raison pour laquelle je refuse la quasi-totalité des invitations. Je vous ai dit oui d'abord parce que vous êtes sympathique, ensuite parce que je vais m'en tenir à des choses très générales, mais je crois que le retrait est préférable, d'abord parce qu'il faut le temps de la réflexion, ensuite parce qu'en ce qui me concerne, je ne suis certainement pas la personne la mieux placée pour me positionner quant à ce qui advient ces derniers temps. Alors je crois que nous avons ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, un peu peur. Nous avons peur pour une raison évidente, pour notre santé, celle de nos proches, et nous avons peur que tout s'effondre. Mais je crois que pour certains d'entre nous, une autre peur est également en train de naître, plus sournoise, plus insidieuse, plus subreptice. Ce serait la peur que rien ne s'effondre. Autrement dit, la peur d'un retour à la normale qui nécessairement ne sera que temporaire, mais qui donnerait l'illusion de ce que les choses sont passées. Vous savez, je crois que cette crise Covid-19, c'est un peu comme le relativisme. Le relativisme a très mauvaise presse en philosophie. Tout le monde est contre le relativisme. Qu'il s'agisse des scientifiques ou des fondamentalistes religieux, il y a unanimité sur la nécessaire sortie du relativisme. Mais le problème, c'est que personne n'est d'accord sur la manière d'en sortir. Vous imaginez bien que suivant nos options politiques, éthiques, esthétiques, confessionnelles, etc., nous n'avons pas la même vision de ce que devrait être une bonne sortie du relativisme. C'est exactement le même problème avec le Covid-19. Chacun appelle un nouveau monde. Chacun rêve d'un nouvel univers dans quelques mois, dans quelques années, à la sortie de cette crise. Mais il n'y a évidemment pas consensus sur ce à quoi devrait ressembler ce refaçonnage fondamental du réel. Et vous le voyez d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai lu que des équipementiers automobiles, je crois, ou peut-être même des fabricants automobiles, voulaient profiter de la crise pour demander qu'il y ait un report de la date butoir sur la mise en place de normes anti-pollution. Donc vous voyez que la manière d'utiliser la crise n'est évidemment pas la même pour nous tous. Alors je crois qu'il y a d'abord un certain nombre de risques qu'il faut souligner. Le premier risque, je dirais, c'est celui de la bêtise. La bêtise au sens où on réagirait sur ce qui fait défaut ponctuellement en ayant l'impression d'avoir réglé le problème. Donc par exemple, on va acheter plein de masques, on va faire des stocks d'État de milliards de masques et on se dira on ne se laissera plus prendre. Alors ça, évidemment, c'est typique de la réaction qui permet de se protéger, de se dire vous voyez, j'ai fait ce qu'il faut. Et c'est évidemment complètement idiot puisque la nouvelle crise n'aura pas le même visage que la précédente. Je ne dis pas que c'est idiot d'acheter des masques, il faut certainement le faire. Mais bien évidemment, le problème structurel doit appeler une réponse beaucoup plus profonde que simplement répondre une à une aux difficultés qui ont fait jour ici. Vous savez, dans un autre domaine qui m'intéresse, l'animalisme, c'est un peu comme quand on voit de la maltraitance, pour ne pas dire de la torture, dans certains élevages industriels de poules, par exemple, et alors on les ferme. Et on a l'impression d'avoir fait ce qu'il faut. Mais vous croyez quoi? Que dans l'élevage d'à côté, les poules sont heureuses? Non, il faut être un peu sérieux quand il y a un problème systémique et il doit être envisagé, bien sûr, de façon systémique. L'autre, je dirais, risque de la bêtise, c'est de croire que ce n'est qu'une question d'argent. Il y a un problème d'argent. Il y a un problème d'argent dans l'hôpital public, etc. Nous allons bien sûr en reparler. Mais je crois que ce serait une erreur d'oublier qu'il y a aussi un problème de gestion. C'est-à-dire que cette manière que nous avons eue de gérer, par exemple, mais pas seulement, les hôpitaux dans une logique purement administrative est fondamentalement aussi grave que les manques de moyens. Vivre, ce n'est pas remplir des fichiers Excel pour satisfaire aux exigences d'une direction bien souvent déconnectée des problématiques et des exigences du terrain. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui comprendre. Regardez par exemple l'éducation nationale. Bon, il y a sans doute des manques de moyens, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette sorte d'administration ubuesque qui aujourd'hui ne permet presque plus de travailler. Parce que la finalité a été perdue. On cherche à satisfaire à des indicateurs, à des exigences arbitraires mises en place par une hiérarchie, et non plus à enseigner
à des élèves et à des étudiants. On n'a plus le temps pour se consacrer prioritairement à ça. Avec les multiplications des commissions, des agences, des services, des conseils, on n'arrive plus à se focaliser sur la seule chose qui devrait faire sens. Je crois qu'il y a donc un problème de crise de confiance. Bon. D'autres écueils. C'est peut-être aussi celui qui consisterait à croire que nous faisons face à une situation sans précédent. En un sens, c'est vrai, il se passe des choses extrêmement graves. L'hôpital public est dans une situation qu'il n'a vraisemblablement jamais connue depuis la guerre, et ça c'est tout à fait exact. Nous sommes confinés, toutes ces choses sont nouvelles. Mais pour autant, à l'échelle globale, il faut quand même rester, je dirais, un peu humble. Il ne faut pas que quand l'Occident a peur, il se figure que le monde entier est dans un état de métacrise. Ce n'est pas vrai. Par rapport au ravage de la malnutrition, par rapport au ravage du paludisme, je pense qu'intégrés sur quelques années, les effets de ce coronavirus seront quasiment invisibles. Ça ne signifie pas que les morts qui se déploient tout autour de nous sont sans importance. Chaque mort est un peu la fin du monde, disait Jacques Derrida, et c'est vrai. Et c'est ainsi qu'elle doit être envisagée. Il n'en demeure pas moins qu'il y aurait quand même quelque chose d'obscène à croire que ce qui touche les pays riches a valeur d'exceptionnalité. Beaucoup de pays dans le monde vivent des situations de crise presque permanentes, bien plus graves que celles que nous traversons actuellement, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. On s'est par exemple indigné de ce que dans les pays occidentaux, les retards par exemple pris dans le traitement de cette pandémie revenaient en quelque sorte à sacrifier les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables. Soit, et c'est effectivement inacceptable. Mais que croyez-vous qu'il se passe avec la pollution ? Les chiffres officiels aujourd'hui publiés, c'est de l'ordre de 40 à 50 000 morts de la pollution par an en France. 800 000 par an en Europe. Ce sont essentiellement des personnes âgées. Nous les sacrifions. Nous les sacrifions pour avoir le droit d'utiliser nos voitures quotidiennement, pour avoir le droit de prendre, quand on en a les moyens, plusieurs fois l'avion, par exemple, dans l'année. Donc c'est exactement ce qu'on fait déjà, à un rythme bien plus effréné que celui du coronavirus. Donc soyons un peu modestes, un peu humbles, et me semble-t-il, un peu cohérents. Le troisième risque, bien sûr, c'est d'entériner ou de voir émerger ce qu'on pourrait appeler une société de contrôle. Bon, on voit la Hongrie, par exemple, qui est en train de basculer, semble-t-il, dans un régime largement autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, mais au-delà de la Hongrie, ici également, la question se pose de savoir si les mesures prises seront effectivement bel et bien transitoires, comme cela fut annoncé. Je l'espère, naturellement. Mais il faut être vigilant. Il y a un danger, vous savez, la collecte d'informations, un certain nombre de choix liberticides, le déni en particulier des droits des prisonniers, la prolongation de la détention provisoire sans présence d'un juge, etc. Certains pourraient y prendre goût. Il conviendra donc de s'assurer que les choses ne reviendront pas au pire. Le quatrième risque, je dirais que c'est la perte qui pourrait s'en suivre, presque immédiate, d'un certain nombre de droits fondamentaux, qui sont reniés aujourd'hui, pour des raisons compréhensibles. Je pense en particulier au droit du travail. Là encore, prenons garde, il pourrait réellement s'agir d'une aubaine pour certains. Ainsi par exemple que l'émergence d'une administration toute puissante, qui aujourd'hui, pour des raisons que là encore on peut admettre pendant quelques mois, tient les rênes. Jusqu'où cela va-t-il pouvoir être très rapidement décousu et même jusqu'où la vapeur pourra-t-elle être inversée? Bon, vous le voyez, en ayant, ce faisant, mentionné un certain nombre de risques, j'ai déjà pris parti, puisque ce que j'identifie comme des dangers, certains d'entre vous peut-être considèrent que ce sont en réalité des évolutions souhaitables. Bon, il n'y a pas de point de vue neutre sur le monde. C'est comme ça, comme en philosophie, comme en science. Il y a toujours une vision biaisée. Ce qui compte, c'est, je crois, d'accepter ces biais, de les identifier et d'en faire en réalité des convictions fondées sur une analyse cohérente. Alors, soyons clairs. La situation actuelle est instable. Et par définition, l'instable peut mener à une chute d'un côté ou de l'autre. Et parfois même d'ailleurs, il n'y a plus d'un côté. Il y a un continuum ou une infinité de directions vers lesquelles cette instabilité peut se résoudre. Je crois que ce virus, c'est un clinamen.
Vous savez qu'inamen, c'est le mot latin par lequel le poète Lucrèce, au De Natura Rerum, faisait allusion à cette petite déviation nec plus quam minimum, pas plus que le minimum, qui pouvait engendrer des effets considérables. C'est exactement ce qui advient aujourd'hui. Une petite déviation infime qui se trouve avoir des effets gigantesques sur la structuration du monde entier et en particulier sur l'organisation des systèmes occidentaux. Alors moi, je crois que la première leçon que nous pouvons tirer, c'est que ce virus nous a montré que les choses peuvent changer extrêmement rapidement, pour le meilleur ou pour le pire. Il nous a rappelé une chose fondamentale et magnifique finalement, c'est que nous existons encore, c'est que nous avons encore un pouvoir d'action considérable sur l'organisation de notre société. Alors, il me semble que ce qui est fondamental dans tout cela, c'est que nous sommes en proie à une invite à un peu de sérieux. Voilà ce que fait ce coronavirus d'intéressant, voilà ce qu'il fait de positif. Il nous rappelle qu'on peut être de temps en temps, quand il s'agit de songer à la fois de manière normative ou de manière descriptive la société dans laquelle nous sommes, à un peu de sérieux. Autrement dit, c'est le moment de nous poser les questions, mais les bonnes questions, hein, pas simplement de savoir la quantité de masques FFP2 qu'il faudra commander pour la prochaine fois. Non, les vraies questions fondamentales. Ces questions, quelles sont-elles? On pourrait en identifier quelques-unes qui sont tout à fait évidentes. D'abord au niveau social. Chaque fois, je prends juste un exemple. Est-ce qu'on veut continuer avec un monde où il y a par exemple 3 fois plus de logements vacants en Île-de-France que de personnes qui dorment dans la rue? Voilà. C'est une question très simple. Oui ou non? Ce qu'on a compris avec le coronavirus, c'est qu'on peut répondre à cette question. Les gens là, on sait qu'on a pu les loger. Parce qu'on avait peur qu'ils contractent une maladie qu'ils puissent ensuite éventuellement refiler aux bons passants, si on le dit avec un peu de cynisme. Ce n'était pas que cela, mais il y a eu un peu de cela. On sait qu'on peut les loger. Maintenant, posons-nous la question. On a 3 fois plus d'appartements libres que de SDF en Île-de-France. Souhaitons que ça continue. C'est aussi simple que cela. Si la réponse est oui, ainsi va le monde. Si la réponse est non, nous savons maintenant qu'en quelques jours, on peut agir. Voilà ce que nous avons appris avec cette crise. Au niveau écologique, est-ce que l'on souhaite continuer dans la voie d'une extinction massive de la vie sur Terre, qui, sans le moindre doute, fera passer cette crise du coronavirus pour une plaisanterie à l'échelle de la métacrise écologique qui est à venir? Oui ou non? Si la réponse est non, si on ne souhaite pas continuer dans cette 6e extinction massive, maintenant on le sait, on peut agir vite, fort et bien. Au niveau politique, est-ce qu'on veut encore de tout ce cirque de faux semblants? Écoutez, ça ressemble quand même souvent à une mauvaise comédie. N'a-t-on pas un peu envie, enfin, de personnes juste vraies, simplement vraies, qui disent, là on a fait une connerie, là on a anticipé, là on n'a pas anticipé, là voilà pourquoi on le fait, voilà pourquoi on ne le fait pas, voilà pourquoi on suit ou on ne suit pas, parfois pour de bonnes raisons, telle ou telle recommandation sanitaire. Est-ce qu'on n'a pas envie que ce soit enfin un peu honnête? Bon, je lisais encore ce matin un sondage qui consistait à savoir si telle ou telle personnalité politique incarnait son rôle. Mais ne trouvez-vous pas que c'est devenu ridicule cette affaire? On s'en fout qu'ils incarnent leur rôle. On voudrait un peu, me semble-t-il, de compétence et d'honnêteté. Le veut-on? Voilà encore une question à laquelle il ne tient qu'à nous de répondre. Au niveau éthique, est-ce qu'on souhaite encore de voir des milliers de milliards d'animaux réifiés qui chaque année vivent un calvaire indescriptible pour notre seul plaisir et qui, de par cet état chosifié, contribuent typiquement au genre de phénomène que nous voyons en ce moment. Contribuent bien sûr au changement climatique, c'est même une des causes majeures, mais contribuent aussi, pas les animaux eux-mêmes, hein, j'entends l'exploitation que nous faisons des animaux, mais contribuent aussi à ce type de pandémie, puisqu'on sait que leur recrudescence est précisément associée à des contacts entre espèces qui jusqu'à maintenant vivaient dans leur milieu naturel de façon relativement indépendante. Oui ou non? Le souhaite-t-on? Si la réponse est non, on sait qu'on peut agir et on sait très bien comment agir. Au niveau économique, est-ce qu'on veut encore que, comment les qualifier poliment, disons des bouffons
continue de tenir les rênes en appelant croissance ce que nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, pour le dire comme Jean Covici, nous sommes en train de bousiller notre capital de départ, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous avons la possibilité de vivre, pour le transformer en quelque chose qui n'a aucune valeur, c'est-à-dire ces petits gadgets technologiques. Et nous appelons ça croissance. C'est pas seulement abject du point de vue intellectuel, c'est stupide du point de vue logique. C'est une décroissance de sabrer son capital de départ pour le transformer en quelque chose qui a beaucoup moins de valeur. Donc il va falloir, là encore, qu'on arrête de faire semblant et qu'on travaille un peu sérieusement sur des questions qui sont sérieuses, parce qu'elles nous embarquent, pourrait-on dire, globalement dans une direction. Au niveau scientifique, est-ce qu'on veut encore enseigner à nos enfants à bien faire leurs calculs et à écouter leurs professeurs, alors même que la plupart du temps, la manière dont nous les enjoignons à vivre est en opposition patente avec ce que les biologistes ou les climatologues considèrent comme nécessaire pour un avenir possible? Autrement dit, veut-on être un peu cohérent? Oui ou non? Mais il faut se poser cette question. Pour le moment, nous ne le sommes pas du tout, dans des proportions extraordinaire. Il y a un niveau de disjonction cognitive dans ce qu'on demande à nos enfants et dans la manière dont on les éduque qui est en moyenne insondable. Peut-être va-t-il falloir y réfléchir. Au niveau médiatique, est-ce qu'on veut encore, comme ce fut le cas il y a quelques jours, voir un tweet parfaitement ridicule de Donald Trump faire varier presque d'un facteur 2 le prix du baril de pétrole avec des effets réels sur des gens réels, en particulier dans les pays du Maghreb? Bon, on voit bien là que nous sommes dans un gigantesque jeu de fanfaronnage et il ne tient qu'à nous. Maintenant, on le sait grâce au coronavirus, de décider si oui ou non on veut encore qu'un homme, vraisemblablement en état de déficience mentale, mais d'autres qui sont très sains dans leur esprit ont ce type de pouvoir, par une sorte de, de virtualité totale, mais génère des effets qui pour autant deviennent réels, en particulier sur les populations, bien sûr, les plus vulnérables. Au niveau, finalement, poétique, symbolique, veut-on encore considérer comme mélioratifs les signes de domination et de puissance prédatrice qui contribuent finalement à la simple valorisation de ce que les Grecs, vous savez, nommaient l'hubris? C'est à nous d'en décider. Notre regard est performatif dans le domaine symbolique. Autrement dit, ce que nous décidons change les choses. Au niveau historique, veut-on continuer de croire, même quand il s'effondre? Je ne parle pas que du coronavirus, je parle aussi des crises sociales et écologiques qui sont extraordinaires. Veut-on donc continuer à croire que le modèle occidental vaut nécessairement pour tous et pour toujours? Entérinant d'ailleurs par là même notre incapacité à penser l'altérité sur un mode non colonisateur ou colonialiste. C'est une question très fondamentale, celle-là. Si on ne se la pose pas maintenant, on ne se la posera jamais. Au niveau juridique, veut-on encore voir ces prisons délabrées et surpeuplées qui mènent finalement les condamnés à bien plus que la simple privation de liberté que la loi proclame? Veut-on continuer à voir, sans le moindre effet, la durée des peines longues s'allonger encore? C'est une question sociale qui doit être posée maintenant. Au niveau religieux, veut-on continuer, sans les comprendre, à fustiger, mépriser, humilier souvent les croyances qui ne sont pas les nôtres? Pour la simple raison qu'elles ne sont pas les nôtres. Au niveau ethnique, ou peut-être diplomatique, faudrait-il dire, veut-on encore piller l'Afrique et jouer les vierges effarouchées dès qu'un îlot de résistance à ces agressions semble apparaître? Ne faut-il pas être un peu sérieux et un peu cohérent? Au niveau du genre, veut-on encore observer, comme il y a quelques jours, ce conseil de guerre, comme les médias l'ont appelé à l'Élysée, ou sur une vaste photographie qui semblait rassembler des dizaines de personnes autour de la question fondamentale de la crise que nous traversons, pas une seule femme n'était visible. Il ne s'agit pas de quotas. Moi, je ne suis pas très favorable à ces choses-là. Il s'agit de bon sens. Est-ce que ça ne dit pas quand même quelque chose d'assez profond?
Au niveau organisationnel, est-ce que l'on veut continuer à torpiller les services publics et surtout à s'acharner, ce qui est aussi grave que la déficience de moyens, à les manager suivant une idéologie qui est contraire à leurs principes, qui, pourrait-on dire, les détruit presque ontologiquement? Voilà une question fondamentale. Et enfin, au niveau humanitaire, veut-on encore, comme c'est le cas en ce moment, voir les réfugiés à Lesbos avec leurs enfants, parfois leurs nourrissons, grelottés sous la pluie, abrités par des bouts de plastique au milieu des prairies, alors même qu'il y a vraisemblablement des dizaines de milliers de chambres d'hôtel qui sont libres à côté? Parce qu'aujourd'hui, grâce au coronavirus, nous savons que nous pouvons agir dans ces circonstances. Finalement, ce sale virus a quand même une vertu: nous inciter à devenir un peu sérieux. Voilà. Je crois que cette vaste plaisanterie a assez duré. Sérieux, ça ne veut pas dire triste, hein, attention. L'écologie n'a rien de castratrice, tout au contraire. Tout au contraire. Il s'agit simplement d'être un peu cohérent, un peu honnête et, je dirais, un peu subtil et précis dans la scrutation du réel qui nous entoure. Par exemple, qu'on arrête de nous emmerder avec les réalités économiques. Il n'y a pas de réalité économique, ça n'existe pas. Il y a des réalités physiques, biologiques, climatiques, tout ce que vous voulez, médicales, on le voit en ce moment. Il n'y a pas de réalité économique. Ce sont des conventions. Les conventions, on les change d'un claquement de doigts. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si on n'en veut plus, on les change. Ça ne dépend que de nous. Le CO2 émis là, si on n'en veut plus, on ne peut rien faire. C'est foutu, il est définitif. À l'échelle de temps qui est importante pour l'humanité, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si dans 10 ans, on regrette d'avoir dépassé les émissions de CO2 supportables par notre environnement, on ne pourra rien faire. Ce n'est pas conventionnel. Excusez-moi, l'économie, c'est une convention. Changer la règle du jeu, ça ne dépend que de nous et de notre volonté. Parce que depuis le coronavirus, on sait que nous avons encore un pouvoir de changement. Le point essentiel pour moi, c'est de faire attention aux micro-ajustements qui donneraient l'impression d'avoir fait, d'avoir réagi. Il ne va pas suffire de relocaliser un peu la production des respirateurs automatiques pour que tout aille bien. Sans doute faut-il le faire, mais croyez-moi, sans jouer les Cassandres, ça ne va pas suffire. Il faut faire aussi attention, me semble-t-il, au prisme unique. Une grille d'analyse sur le monde qui permet de comprendre l'origine fondamentale du problème. C'est un peu agaçant, surtout à gauche. Moi, je suis de gauche. On entend tonner la fin du capitalisme. Non mais attention, d'abord, ne sous-estimez pas la résilience et la résistance de l'ogre. Je crois qu'un petit virus ne lui suffira pas. Mais au-delà de ça, c'est encore un prisme, pardonnez-moi, très étriqué. C'est beaucoup trop peu de s'attaquer au capitalisme. Le productivisme peut être parfaitement marxiste et néanmoins délétère pour les travailleurs comme pour la nature. C'est comme ça. Les rois n'étaient pas capitalistes et c'était un désastre. Il va falloir labourer beaucoup plus profond que ça. Vous savez, le capitalisme, c'est un épiphénomène à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la cause de tous les maux. C'est probablement la cause d'un certain nombre de maux que nous traversons. Peut-être même d'ailleurs d'un certain nombre de bienfaits dont nous jouissons. Mais le problème est beaucoup plus vaste que cela. Si vous pensez avoir englobé l'écologie dans quelque chose qui la dépasse, et qui est le capitalisme et qui est le maître mâle, vous n'avez pas compris l'ampleur du problème. Vous n'avez rien compris à l'ampleur du problème. Le capitalisme est sans doute un problème. Ce n'est pas le maître problème, ce n'est pas le méta-problème. C'est un petit phénomène par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus vaste, grave, étendu et puissant que cela. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chacun aujourd'hui a envie d'écrire ce que sera le monde de demain et les intellos, dont je fais parfois partie à mon corps défendant, se fourvoient en écrivant une nouvelle tribune. Soit, c'est humain, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme cela. Aujourd'hui, je crois que ce qui est vital, c'est simplement de savoir que le monde de demain peut être autre. Que ça ne dépend que de nous.
Mais attention, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Certains aujourd'hui se demandent déjà comment rattraper le temps perdu de ces quelques semaines de sous-consommation. Attention, ça ne va pas de soi et ça n'ira pas de manière parfaitement consensuelle. Je dirais que presque tout ce qui était réputé impossible s'est produit en une semaine. Ça a eu lieu. Le revenu universel, vous vous souvenez, ça faisait sourire. C'était une utopie de doudingue. L'Espagne l'a fait. Et, semble-t-il, envisage de le conserver après la crise. C'est possible. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Deleuze, le grand philosophe, écrivait du possible, sinon j'étouffe. Eh bien voilà, ce virus, pour ceux qu'il n'a pas étouffé au sens littéral du terme, et pour cela c'est une catastrophe, pour les autres, il a précisément permis d'échapper à cet étouffement en réouvrant des possibles et en nous permettant de nous réapproprier un pouvoir d'action et de façonnage sur le réel. Mais ça n'a de sens que si l'on s'autorise à tout envisager, c'est-à-dire à travailler en profondeur, et pas simplement à réaliser des micro-ajustements qui donneront à ceux qui les mettent en place l'illusion de s'être couverts et d'avoir tiré les leçons de cette crise. C'est pas cela la leçon. C'est pas cela du tout la leçon. Parce que la prochaine ne lui ressemblera pas exactement. Donc la leçon est structurelle. Elle n'est pas microscopique et adaptative. Alors aujourd'hui, certains rêvent de faire tomber quelques têtes pour impréparation. Sincèrement, ça me semble un peu ridicule. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faille pas traduire en justice certaines personnes qui se seraient comportées de manière grave, induisant des morts. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais je veux dire, en termes symboliques, on n'est pas là pour donner un peu de sang au peuple. C'est moi le peuple, hein, c'est vous, je dis ça sans mépris, je nous pense dans le peuple. Non, mais écoutez, ça serait s'en tirer à beaucoup trop bon compte de faire ça. C'est tout notre système de déni auquel il faut enfin faire face. C'est notre culture de la gestion qu'il faut aussi remettre en cause. Et pas simplement croire avoir traité notre incapacité réactionnelle en trouvant quelques fautifs bien trop simples à désigner. Regardez la 5e génération de téléphonie mobile. Elle était considérée comme nécessaire. Tous les gens sérieux vous disaient « mais il faut le faire, c'est un défi conjoncturel ». Non mais pas du tout. Regardez là, on est en pleine crise du coronavirus et on arrive presque tous ceux qui ont la chance de pouvoir télétravailler parviennent à le faire avec la 4G. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est nécessaire, même en ce moment où les réseaux sont saturés de transferts d'informations, la 4G suffit. Faut-il donc nécessairement inventer une 5G qui va consommer beaucoup plus, alors même que la métacrise écologique nous enseigne que baisser la consommation devrait être notre obsession? On a tous surutilisé la 4G pendant ces quelques jours. On n'a pas cessé de le faire et ça marche et elle tient le coup. Faut-il donc, le nez dans le guidon, sans la moindre réflexion quant aux conséquences dramatiques pour la pollution, aller vers la 5G qui va générer, outre la surconsommation énergétique considérable, la fabrication de milliards de terminaux mobiles compatibles qui s'inscrivent en faux par rapport au seul salut du numérique qui consiste à pérenniser l'usage. Le virus vient nous rappeler une chose. Soyons sérieux. Vous savez, les morts, c'est une horreur. Mais du point de vue systémique, finalement, la crise, elle a presque l'apparence de quelque chose de bienvenu. Ça, c'est ce que j'entends dire par beaucoup d'écolos, beaucoup de gens de ma mouvance, beaucoup de gens de gauche, pour le dire simplement. Mais il faut faire attention avec cette idée. Parce que c'est vrai que d'un certain point de vue, on voit aujourd'hui que les tortues peuvent pondre alors qu'elles ne pouvaient plus quand les plages étaient bondées. Je ne peux que m'en réjouir. On voit que la pollution baisse. Je ne peux que m'en réjouir. Enfin bon, on ne va pas non plus passer nos vies enfermées dans nos appartements. Mais il faut faire très attention avec cette illusion. Parce que, vous savez, c'est un peu comme le pétrole. On est en train de passer le peak oil. Donc la quantité de pétrole va diminuer. On pourrait se dire, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'écologie. Mais ce n'est pas vrai ça, pour deux raisons. D'abord parce que ça arrive trop tard, et ensuite parce que si c'est subi et non pas choisi,
cette décroissance imposée aura évidemment des conséquences délétères du point de vue des affrontements sociaux, du point de vue des guerres, du point de vue de l'apparition de régimes dictatoriaux. Donc il faut être très circonspect quant à ce qui nous semble être la plus-value d'une situation instable. Je crois que nous n'avons finalement pas le droit de ne pas user de cette situation exceptionnelle pour développer une pensée exceptionnelle. Sinon, tout cela n'aura été pour rien. La question essentielle, me semble-t-il, c'est aussi celle de la privation de liberté. Regardez, ces derniers temps, nous avons tous accepté une privation de liberté considérable. Considérable, sans précédent depuis extrêmement longtemps. Et parfois même, nous demandons davantage. Beaucoup de gens pensent que le confinement aurait dû avoir lieu plus tôt. Moi, je pense par exemple qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que les entreprises qui ne sont pas essentielles continuent à faire travailler en présentiel leurs salariés. Donc nous demandons, pour la plupart d'entre nous, collectivement, davantage de privation de liberté pour épargner des vies, pour arrêter cette hécatombe due au coronavirus. Alors la question simple est la suivante maintenant. Pourquoi, alors que nous acceptons et parfois même réclamons ces privations de liberté face à ce virus, nous n'acceptons pas des privations de liberté bien plus faibles, bien moindres, infiniment dérisoires par rapport au confinement, qui pourtant nous permettraient de faire face à une crise infiniment plus importante, qui est celle du désastre écologique à venir. C'est très étrange ça, vous voyez, on accepte d'être enfermé chez nous pendant des mois, mais on n'accepte pas, je ne sais pas, par exemple, de ne pas pouvoir changer de téléphone tous les 6 mois si on est riche, ou de ne pas rouler en 4x4 en centre-ville, ou de ne pas pouvoir aller passer toutes ses vacances à l'autre bout du monde. Ça apparaît pour beaucoup de gens comme une dictature. Donc, les infimes privations de liberté qui permettraient de préserver la vie sur Terre semblent inacceptables, alors que les gigantesques privations de liberté qui sont mises en place, à juste titre, pour faire face à cette crise, nous paraissent insuffisantes. Il va falloir que nous soyons un peu sérieux. Je le redis comme un leitmotiv, mais pour moi, c'est ça le gain de cette situation. Je crois que nous devons aujourd'hui être audacieux. Autrement dit, il n'est pas question de se contenter de limiter la casse. Il faut le faire, mais il faut aussi qu'on regarde les choses avec un peu de hauteur maintenant. Vous savez, quand il y a eu cette réforme des retraites, on a très bien vu qu'en fait, ce n'était pas du tout une question de régimes spéciaux, ça, on a tout de suite compris que ce n'était pas ce dont il était question, mais beaucoup de syndicats se sont mobilisés pour limiter la casse. Mais il ne faut pas limiter la casse. Il faut chercher quelque chose de beaucoup mieux que ça, beaucoup plus énorme que ça. Par exemple, bon, on voit bien que cette réforme des retraites, elle voulait aller vers la capitalisation, de par les effets de plafonnement. Mais enfin, écoutez, les fonds de pension, c'est catastrophe du point de vue écologique, on le sait, les récentes déclarations ne duent personne, et c'est catastrophique du point de vue humain. Enfin, on sait très bien que c'est ce qui effondre le sens des entreprises, quand des actionnaires invisibles commencent à prendre le pouvoir. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est ce que l'on veut, collectivement? Si la réponse est non, ben on ne le fait pas, parce que maintenant, on a compris qu'on pouvait reprendre les choses en main. Bon, cette réforme des retraites, elle était aussi calculée sous hypothèse de croissance, et ça nous expliquons depuis longtemps que c'est faux. La preuve, c'est faux. Là, ok, il y a une crise exceptionnelle, mais indépendamment de cette crise, si on le fait sous hypothèse de croissance, 1, on néglige la réalité physique des stocks de pétrole disponibles, 2, on demande finalement aujourd'hui aux actifs de s'assurer qu'ils vont préparer un monde invivable pour leurs descendants. Parce que c'est ça la croissance. La croissance, c'est incompatible avec la pérennité. Donc ça veut dire, si vous voulez la retraite qu'on vous promet, il faut que vous assuriez que vos petits-enfants ne pourront pas vivre. C'est quand même incroyablement cynique, pour ne pas dire pervers. Donc moi, quand j'ai lu au début « régime universel de retraite », je me suis dit formidable. Ça veut dire que la femme de ménage, qui fait un travail inintéressant, difficile, va enfin pouvoir avoir une retraite qui sera équivalente à la mienne, de professeur d'université. Moi, je vais toucher moins que ce que j'aurais eu dans l'ancien monde. Elle va toucher plus. Ça me paraissait pas mal. Mais c'est pas ça, en fait, qui était signifié par universel. Donc maintenant, soyons sérieux. Donnons aux mots leur sens. Posons la question, pourquoi pas une retraite universelle? Ceux qui ont joui de l'opulence de la vie pendant leur période active auront largement de quoi avoir mis de côté et continuer sur leur lancée, en quelque sorte. Et ceux qui ont une vie très dure pourront enfin, pendant leurs vieux jours, profiter un peu d'une sorte de compensation, si on peut nommer ça de cette manière. Ce ne serait pas une mesure très sociale, hein. Moi je trouve que ce serait un peu le minimum de décence.
Voilà ce qu'il faut mettre sur la table. Pas simplement limiter la casse. Le virus nous a appris une chose. On peut être sérieux, on peut envisager un autre monde. J'ai peut-être tort dans ma vision d'une retraite universelle. Peut-être que c'est naïf. Ou alors, peut-être que c'est le jeu de Monopoly qui est aujourd'hui mis en place par un certain nombre d'économistes, qui était une énorme bouffonnerie avec des conséquences dramatiques pour beaucoup de gens. Je crois qu'il serait temps que nous en discutions. Bon, il y a un risque, il faut faire attention. Le monde de demain peut être pire, grâce ou à cause du coronavirus, avec plus de contrôle, moins de droits, plus de flicage, plus de fichage. Vous savez que quand les possibilités techniques de suivi sont là, c'est extrêmement difficile de ne pas les utiliser. Donc, il est tout à fait possible que les choses deviennent de plus en plus inacceptables. Il n'empêche que nous avons ouvert une capacité de réappropriation. Voilà. En un sens, et pour finir quand même sur un peu d'espoir, je crois que nous avons déjà remporté la victoire, ou au moins une victoire. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'essentiel, c'est que nous avons réinventé le droit de penser. Nous nous sommes octroyés enfin le droit de penser. Je crois que nous avons, pendant cette crise, collectivement réinventé la contingence. Nous avons compris que le monde dans lequel nous vivions était pour l'essentiel construit et non pas donné. Ce qui est construit peut être déconstruit. Tout ne doit pas l'être, évidemment. Mais en tout cas, la question se pose et nous avons une légitimité à interroger ces régimes, modalités et finalités de construction. Et puis, bon, ça a été l'occasion de comprendre aussi, je crois, des petites choses. Parmi les très nombreux contrôles de police, qui sont sans doute nécessaires, je suppose que beaucoup se passe très bien, et on a lu beaucoup d'anecdotes de gens qui se disaient victimes d'incroyables injustices, des gens qui ont été verbalisés parce qu'il y avait un paquet de biscuits dans le sac, et donc ça n'était pas de première nécessité, des gens verbalisés parce que l'attestation était au crayon à papier, des gens verbalisés parce qu'ils emmenaient leur enfant chez le pédiatre. Bon, je ne sais pas si tout ça est vrai, hein, mais si ça l'est, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bah, ça veut dire qu'il arrive aussi que la population, blanche et riche, commence à comprendre qu'un contrôle de police, bah oui, parfois c'est pas drôle, parfois c'est arbitraire, parfois c'est injuste, parfois c'est violent. Je ne dis pas systématiquement, hein, parfois. Oui, bah je crois que c'est un peu ce que les populations des quartiers nous répètent depuis longtemps. Donc peut-être aussi que ce confinement est le moment, pour certains, de découvrir la difficulté ou la fragilité encourue par d'autres, nombreux et souvent. Je disais dans quelques conférences d'écologie que nous sommes la génération qui a tout à réinventer, qui est en devoir de réinventer le monde. La bonne nouvelle, c'est que ça a commencé. Mais ça ne sera pas consensuel et ça ne sera pas facile. Moi, je crois à ce qu'on pourrait appeler une fractalisation de l'action. Je pense maintenant qu'il faut la disséminer à toutes les échelles. Il n'y aura pas de grand soir. Il n'y aura pas de vision globale qui émergera, unanime, sur ce que devra être le nouveau monde, mais il y a une possibilité d'archipélisation, comme ça, de dissémination, pour le dire comme Derrida, de ce que peut être l'action politique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous apprend ce virus, c'est qu'être sérieux, ce qui est nécessaire, c'est avant tout être audacieux. Merci, à bientôt.